Bonjour à tous. C'est impressionnant, hein, jamais vu autant de monde dans cette salle. J'ai fait plein de rencontres avant, mais bienvenue. Je suis Romain Belli, je suis le chef de l'agence Sud-Ouest de Pau. Et j'espère que cette rencontre va vous captiver comme les lectures des deux livres que j'ai là m'ont captivé. Alors, savez-vous ce qu'est une croyance performative? Ça commence fort, hein. Si après avoir effectué un test ou lu un article de vulgarisation, vous vous considérez plutôt cerveau droit que cerveau gauche. Et oui, moi ça m'est déjà arrivé sur la plage. Vous n'aurez pas simplement une vision caricaturale de votre cerveau, mais cette vision influencera vos choix d'études, de carrière. En gros, elle aura un impact sur votre vie. Alors c'est un petit rappel bien utile qui figure en introduction du livre Neuromania, publié par notre invité aux éditions Alary. Un joli précis de déconstruction des idées reçues autour de notre cerveau et sur toutes les dérives pseudo-scientifiques qui pullulent sur le web. Le chantier est colossal, mais il est astucieusement mené. Il faut dire que notre auteur a 2-3 références. Il est docteur en neurosciences, psychologue clinicien. Il avait déjà commis un bouquin en 2019. Votre cerveau vous joue des tours, et ça avait plutôt bien marché. Il est aussi l'auteur d'un excellent podcast que je vous recommande sur France Culture autour de la perception parfois erronée, toujours d'ailleurs, de la réalité. Alors c'était un peu long. Jetons-nous sans plus attendre dans cet océan de croyances et de contre-vérités et accueillons Albert Moukébert. Bonjour Albert. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Je vous propose de nous C'est asseoir. en 360. Alors ce livre que je vais vous montrer à tous, c'est celui-là, Neuromania, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous allez pouvoir, 2 mois, un truc voilà. comme ça. Alors comme je le disais, j'ai appelé ça un précis de déconstruction des idées reçues. Alors moi je suis journaliste, j'aime bien déconstruire les idées reçues et je les croise souvent au coin de la rue. Ce que je vous expliquais un petit peu en préparation, c'est que moi j'ai jamais lu de bouquins sur le cerveau et j'ai jamais trop adhéré aux méthodes que je trouve sur YouTube avec des coachs personnels. Et ce qui est bien, c'est que vous non plus, manifestement. Non. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que toutes ces croyances, elles ont une histoire en réalité. Elles viennent de quelque chose. Il y a bien un scientifique qui a dit quelque chose un jour, et puis finalement tout le monde l'a reproduit, sans doute déformé, sans doute résumé, à un point tel que ça n'a plus de sens. Alors je vous propose qu'on remonte un petit peu quelques croyances avant d'enchaîner sur d'autres questions autour du cerveau, et peut-être de laisser la salle vous interroger. Avec plaisir. Alors on commence assez vite dans votre bouquin avec une première croyance qui est le localisme. Alors ça date du XVIIe siècle, pardon, c'est Thomas Willis dans Cerebri Anatome. Je n'ai pas l'accent latin, mais bon, vous l'avez. Hein. Ça explique que le cerveau est responsable, chaque aire du cerveau est responsable d'une fonction spécifique. Ça date du XVIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce concept ? Oui, donc on avait une sorte d'intuition. Il faut savoir que le cerveau est souvent comparé à la technologie la plus récente d'une époque. À l'époque, c'était tout ce qui est un peu mécanique, les premiers rouages, les premiers automates, etc. On s'est dit, ok, probablement, on arrive à faire un peu des automates assez impressionnants pour l'époque. Chaque rouage est un peu responsable de quelque chose, un rouage pour bouger le bras, l'autre rouage. Notre cerveau fonctionnerait pareil. C'était aussi très influencé par la phrénologie, la bosse des maths, des différentes zones. Et donc on s'est dit, bon, ok, il y a des personnes qui sont meilleures dans le langage. On a probablement une zone du langage, une zone des mathématiques, une zone pour la vision, une zone pour l'audition, un peu comme ça, bien rangé, et qu'il suffirait de découper le cerveau en toutes petites parties, d'étudier chaque partie fait quoi, puis de le remettre bout à bout, et on va comprendre le cerveau. C'est hyper simple, c'est chouette. Ça aurait été bien, c'était pratique, mais c'est faux. Mais une fois qu'on s'est confronté un peu à l'organe, on a réalisé qu'il y a de très faibles chances que ça fonctionne comme ça.
Vous avez parlé de la forme du cerveau. Dans votre bouquin, on apprend pourquoi on dit la bosse des maths. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? En fait, ça vient de la craniologie et de la phrénologie, où on essayait en mesurant le crâne, d'essayer de déduire les fonctions et les qualités des individus. Il y a même des livres assez intéressants d'un point de vue historique. Ils ne sont pas intéressants d'un point de vue de la connaissance, mais il y avait même des schémas. Par exemple, un bon mari aura le crâne de derrière un peu plus gros que de devant. Donc vous pouvez, messieurs, si vous voulez voir si vous correspondez à la définition. Et c'était très répandu dans les sociétés de l'époque. La reine Victoria faisait ramener couramment des phrénologues pour mesurer et voir si leurs enfants vont être de bons héritiers du trône. Et c'est de là que vient un peu la bosse des maths. Il y a même des crânes qu'on peut encore retrouver aujourd'hui qui sont découpés ou ils sont dessinés avec voilà, ça fait ça, ça fait ça. Parfois avec des fonctions très précises, la capacité à cuisiner un plat particulier. C'est incroyable. Mais la croyance de base, c'est que la taille du cerveau est importante. La taille et la forme. Et la forme. Oui, parce que la taille, on n'avait pas accès vraiment à la taille. C'est plus le crâne. Donc c'est vraiment la forme de la boîte crânienne. Alors on avance un petit peu dans ces théories, je ne veux pas dire fumeuses, parce que c'était des vrais scientifiques qui ont lu sans doute beaucoup plus de livres que moi au XVIIe siècle. Il y a le latéralisme. Oui. Alors ça, pour le coup, ça perdure. Avec une idée d'un cerveau droit, d'un cerveau gauche, l'un analytique, l'autre plutôt artistique. Et j'aime beaucoup l'image que vous avez d'un bonhomme qui se promène en forêt, il y a une branche qui lui tombe sur la tête et hop, soudain il récite des vers en latin. Il peut plus parler. Il peut plus parler normalement. Il est hyper littéraire et il devient une sorte de poète permanent. Et là aussi, en fait, c'est intéressant parce que la majorité de ces mythes parfois proviennent de recherches. Parfois, il faut savoir qu'avant les années 80-90, donc vraiment très récemment, c'est très compliqué d'étudier un cerveau sain. On n'a pas accès au cerveau et donc il fallait attendre les EEG, les IRM. Par exemple, les IRM fonctionnels, c'est 1991, alors qu'on pense que c'est beaucoup plus ancien. Et donc les outils qu'on avait pour essayer de comprendre le cerveau, c'était soit d'attendre que des personnes aient des accidents, un AVC, un coup sur la tête, voir quelles fonctions sont perdues, et de faire ça, soit de faire des lésions intentionnelles, soit sur des animaux, soit parfois sur des humains. Et donc, il y a des chercheurs, dont le plus connu s'appelle Paul Broca, qui avait trouvé des patients qui avaient souvent des lésions, qui avaient plutôt une perte du langage, et quand ils mouraient, il faisait une sorte il leur ouvrait le crâne, ils trouvaient des lésions tout le temps dans la même région, dans leur hémisphère gauche. Il s'est dit, ok, en fait, le langage, il est à gauche, et c'est comme ça pour tout le monde. Et donc, c'était vraiment l'impulsion initiale pour ce mythe. À ça, c'est rajouté une fonctionnalité qui est vraie, qu'on appelle le contrôle contralatéral du corps, c'est-à-dire votre hémisphère gauche contrôle votre côté droit, votre hémisphère droit contrôle votre côté gauche. C'est pour ça que si les personnes ont un AVC, souvent, c'est la moitié du corps qui est opposée à l'hémisphère touché qui est impacté. Et ça, c'est devenu, au fur et à mesure du temps, toutes nos fonctions sont latéralisées et elles sont rangées selon le bac. Genre, il y a la branche scientifique, il y a la branche littéraire dans le cerveau. Mais c'est pas vrai du tout. Mais encore une fois, on retrouve souvent dans les sciences du cerveau, on va essayer de calquer, en fait on fait le chemin inverse de la science, on va essayer de calquer le fonctionnement de la société. Donc dans la société, on s'est dit, il y a des gens qui sont plutôt littéraires, des gens qui sont plutôt scientifiques. On va prendre ça, faire le chemin inverse, une sorte de causalité inversée. On va dire, ok, donc le cerveau, il y a sûrement un hémisphère ou un cerveau gauche qui est plutôt analytique, un hémisphère droit. Et c'est complètement faux. Et d'ailleurs, cette séparation matière littéraire, matière scientifique est très récente, jusqu'aux années 1800, 1700. La majorité des scientifiques étaient aussi philosophes, étaient aussi poètes, étaient aussi botanistes, etc. On appelait ça les polymathes. Et ils faisaient un peu tout. C'est un petit peu ce que je disais dans mon introduction. Et quand j'ai choisi d'animer cette rencontre, c'est la première question que je voulais vous poser. Pourquoi je suis nul en maths? Parce que et ce que je comprends dans votre livre, et c'est passionnant, c'est que finalement c'est aussi une construction mentale. C'est qu'on s'auto-persuade qu'on est quelque chose ou l'autre, en réalité. Oui. En fait, il y a quelque chose avec lequel on a un peu de mal. C'est qu'on pense que quand on acquiert une connaissance ou une compétence, c'est bon. Mais en fait, il y a l'acquisition de la compétence, et puis il y a ce qu'on appelle l'accès à cette compétence. Je dois pouvoir avoir accès à cette compétence un peu sur demande. Par exemple, je sais pas, imaginez un étudiant qui prépare le bac, il est chez lui, il fait ses exercices, il réussit. Donc il a la compétence. Il va le lendemain au bac, et là, il se plante.
C'est pas un problème de compétences. Il a les compétences. Il n'a pas pu avoir accès à ses compétences sur demande parce qu'il est stressé. Mais c'est pas juste le stress qui fait ça. Par exemple, pendant longtemps, on pensait que les garçons sont meilleurs que les filles en sciences et que les filles sont meilleures que les garçons dans tout ce qui est littérature, art, dessin. On a fait une expérience il y a, je sais pas, une quinzaine d'années où on a pris un dessin et on a recruté des petits garçons et des petites filles et on les a mis dans 2 classes séparées. Et à une classe, on leur a dit, est-ce que vous pouvez recopier cette figure géométrique? Donc c'est un exercice de géométrie. Et à l'autre classe, on leur a dit, est-ce que vous pouvez recopier ce dessin? Donc c'est un cours de dessin et d'art. La classe à qui on demande, c'est le même graphique, c'est le même dessin. Donc il faut qu'ils regardent le dessin pendant 5 minutes, puis ils retournent la feuille, il faut le redessiner de mémoire. Quand on dit à la classe que c'est un exercice de géométrie, les garçons réussissent mieux. Et quand on dit que c'est un exercice de dessin, les filles réussissent mieux. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de compétence, c'est la même compétence. Il faut pouvoir recopier des traits qui sont sur une feuille, sur une autre feuille. C'est comment on présente l'information, c'est performatif. Et donc les garçons se disent, ah, c'est du dessin, je suis nul en dessin, je ne vais jamais réussir. Donc ils ne réussissaient pas aussi bien. Et dans la classe de géométrie, les filles se disaient, ah, c'est des maths, moi je ne suis pas un matheux, moi j'aime les mots et la philosophie. Et donc elles ne réussissaient pas. C'est passionnant quand vous en parlez, mais alors je rassure tout le monde et je vous explique, je vous précise que Albert sera en dédicace à 13h30, j'espère que vous y serez tous. Dans son bouquin, il y a plein d'exemples extrêmement illustrés, comme ça, de comment on a rangé les choses dans l'histoire de l'étude du cerveau. Et c'est un bouquin qui n'est pas du tout aride, au contraire, c'est vraiment, c'est pas de la vulgarisation, mais c'est de la pédagogie. J'ai envie de dire, c'est votre ambition aussi de rendre cette matière digeste, accessible. Oui, pour moi, c'est très important. Je pense que j'ai été influencé par les auteurs de sciences du siècle passé qui... Pour moi, le challenge, c'est vraiment d'essayer de transmettre l'information sans compromettre sa complexité. En gros, ce que j'aime bien dire, c'est de faire complexe sans que ça soit compliqué, de faire simple sans que ça soit simpliste. C'est-à-dire, si on simplifie trop, on perd ce qui nous rend intéressant. Mais si c'est hyper compliqué, on exclut beaucoup de gens. Et pour moi, la vulgarisation scientifique ou la popularisation, la transmission de la connaissance, c'est la responsabilité des chercheurs et des chercheuses qui bossent dans le domaine de faire le travail intellectuel nécessaire pour pouvoir transmettre cette information sans la compromettre. Parce que c'est ça, encore une fois, qui nous rend intéressant. Si on a un cerveau gauche créatif, un cerveau droit analytique, si on n'utilise que 10% de notre cerveau, etc., on ne se prendrait pas tellement la tête à comprendre comment ça marche. Et donc, dans le livre, ce n'est pas juste de déconstruire les idées sur le cerveau, mais c'est aussi de montrer pourquoi c'est si dur, quels sont les défis. Et moi, je suis très intéressé par la vie quotidienne, la vie commune de tout le monde. Et donc, j'essaye de mettre des exemples un enfant qui étudie, de la jalousie, vraiment des exemples de la vie courante. Pour moi, c'est très important d'incarner un peu la connaissance et pas que la connaissance soit comme ça, dans une sorte de vide qui n'a pas de projection sur le réel. Et puis c'est des images hyper accessibles. Vous parlez d'Arcimboldo, oui. Par exemple, qui est un peintre et donc qui n'est pas seulement un artiste, mais c'est aussi scientifiquement tous les fruits qu'il installe. Il y a une réflexion derrière quand même. Oui, que ce soit Arcimboldo ou n'importe quel peintre, quand il doit peindre quelque chose de complexe, je sais pas, Guernica de Picasso. Si vous allez au musée Reina Sofia, vous allez voir en arrivant à Guernica des petits tableaux où il s'entraînait. C'est pas, il était artiste, donc il n'a pas de raisonnement analytique. Il s'est mis là comme ça, il a pris son pinceau, il a fait, il a sorti Guernica. Il n'y a personne. Un scientifique a besoin. Pour moi, la science, c'est avant tout une fascination du réel. C'est pas des statistiques. Il faut être bouffé par quelque chose de l'intérieur, donc c'est quelque chose d'hyper émotionnel. Et pouvoir faire de l'art, pouvoir produire une chanson, pouvoir créer un poème, etc. Il faut aussi beaucoup de rigueur pour pouvoir faire en sorte que ça soit indéniable. Pour moi, un peu un scientifique et un poète, ils font un peu le même métier. C'est 2 personnes qui sont fascinées par le monde naturel et qui veulent exprimer cette fascination d'une manière qui s'impose à tous. Je n'ai pas besoin d'un poète pour me dire qu'un coucher du soleil, c'est joli, mais comment le poète va le dire, je ne peux plus le nier, et je n'ai pas besoin d'un scientifique pour m'expliquer c'est quoi la gravité. Le scientifique va l'exprimer d'une manière où je ne peux plus le nier. Et les 2 se retrouvent, et je pense que ça fait beaucoup de mal, cette séparation au cours des 50, 60 dernières années de ces différentes matières. On poursuit un peu notre chemin de ces croyances qui perdurent. On a parlé du localisme, du latéralisme. On a une autre théorie qui reproduit un petit peu la théorie de l'évolution de Darwin, mais à l'échelle du cerveau, avec un cerveau dont la construction
ce serait fait en 3 parties. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quand ça date Oui, donc au bout d'un moment, on s'est dit le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau en 2 parties, c'est trop simpliste. On va faire le cerveau en 3 parties. Voilà. Et là, ça va être bon. Donc on a fait le cerveau reptilien, le cerveau mammalien et le néocortex, comme si ça s'était construit un peu en couche géologique, mais d'évolution. Et là, par contre, on sait exactement d'où ça vient. Ça vient d'un chercheur qui s'appelle MacLean, qui a proposé ce découpage dans les années 80. Il s'était trompé, c'est tout. Mais ça a pris un peu comme une traînée de poudre. Et on se retrouve avec des gens qui vont vous aider à contrôler mieux votre cerveau reptilien, à contrôler vos passions. C'est ça, toutes les vidéos YouTube, en fait, c'est celle-là. Oui. En fait, souvent, la majorité de ces mythes ont 2 motivations principales. Soit une motivation financière, ça rapporte de l'argent. Si je peux vous dire que vous utilisez que 10% de votre cerveau et je peux vous aider avec ma super méthode à utiliser 15% pour genre 4 000 €. On y va. C'est bien. Parti. Ouais. Ou parfois c'est pour des raisons idéologiques. Si je peux vous persuader que vous êtes déprimé parce que vous manquez de sérotonine, bah dans ce cas-là, votre dépression n'est plus parce que, je sais pas, vous faites harceler au travail. C'est un problème de déséquilibre chimique. Et donc, on va solutionner tous les problèmes personnels, interpersonnels ou parfois sociétaux par l'individu. Il faut qu'on rééquilibre sa chimie. Les réseaux sociaux, c'est la dopamine. Les fake news, c'est les biais cognitifs. Le réchauffement climatique, c'est le striatum, etc. etc. Et on invisibilise tous les autres facteurs qui jouent un rôle. On simplifie à outrance, donc du coup... On simplifie et on réduit à l'individu. Donc, ça devient une sorte de réductionnisme à l'individu. La créativité, c'est votre cerveau. Et donc, on oublie l'accès aux compétences. Si un salarié ne fonctionne pas bien ou s'il fait un burn-out, c'est parce qu'il est faible. C'est pas parce qu'il y a un manque d'effectifs, qu'il travaille de très longues heures, qu'il y a une pression, qu'il est mal payé. Non, on va lui faire un atelier de résilience. Et ça va aller. Je crois avoir lu quelques propositions comme ça sur ma boîte mail, la boîte mail de mon entreprise. On en a besoin aujourd'hui, vous savez. Enfin bref. Ce qui est bien, c'est qu'on ne parle pas que d'histoire, c'est pas juste, on ne refait pas une chronologie. Vous vous intéressez aussi à des concepts dans la deuxième partie, dans le ventre du bouquin, le ventre qui est un deuxième cerveau, paraît-il. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup plu, c'est la fausse opposition entre l'émotion et la raison. Oui. Et là, justement, on parlait du cerveau reptilien, et on a vraiment cette tendance à dire qu'on a, on a 2 types de réactions, enfin de décisions, soit une qui est vraiment basée sur l'émotion, soit une sur la raison. Vous dites que c'est du flan, en fait. C'est impossible, c'est un dialogue entre les deux. Oui, en fait, systématique. À part quand j'ai un bus qui fonce sur moi. Le problème, c'est qu'on n'a pas attendu les neurosciences et la psychologie pour avoir des intuitions sur comment on fonctionne. Et donc, ma discipline arrive avec un bagage historique très lourd. Par exemple, l'opposition raison-émotion, c'est une intuition de Platon dans le Phèdre, il y a 3000 ans bientôt, un peu moins, 2000 et quelques années. Et quand on a commencé à étudier le cerveau, on s'est dit, est-ce que Platon pourrait se tromper? Évidemment pas. Donc on va avoir les émotions d'un côté et la raison de l'autre. Mais même quand on y pense d'un point de vue subjectif, si moi, je sais pas, imaginez que je suis une personne jalouse, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle répond pas, mon émotion me dit, elle te trompe, ma raison me dit pas, non, tu te fais des films. Ma émotion vient valider ce truc, dit, ouais, tout le monde te trompe, de toute façon, il faut vraiment que tu prennes un chat et que tu restes célibataire. Est-ce que les chats vont jamais te tromper? Nos émotions et nos pensées sont très rarement en opposition, c'est des dyades. Par contre, on a 2 temporalités dans notre cognition. On a ce qu'on appelle nos pensées et nos émotions automatiques. Donc l'émotion, je me dis pas, tiens, elle répond pas, comment est-ce que je vais réagir? Ce serait bien que je m'énerve et que je sois jaloux. Ça arrive tout seul. Et après, il y a une deuxième dyade émotion-raison. Peut-être que je vais me raisonner. Je vais me dire, tu te fais des films, à chaque fois tu foires tes couples, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes d'être parano, etc. On a tout le temps des dyades émotion-raison qui s'opposent à des dyades émotion-raison. Il n'y a pas d'émotion sans pensée, il n'y a pas de pensée sans émotion. Au mieux, il y a une pensée avec une émotion plus froide, il y a une émotion avec des pensées plus congruentes ou non congruentes. Donc quand on étudie le cerveau, c'est important de savoir comment est-ce qu'on se détache de ces conceptions qu'on a. C'est la même chose, et c'est pas juste le cerveau, ça peut être même la perception. Par exemple, vous avez probablement tous et tous appris ici qu'on a 5 sens. Ben, en fait, on apprend qu'on a 5 sens à cause d'Aristote. Et on n'a pas mis à jour. Mais aujourd'hui, on sait qu'on en a, selon les découpages, une dizaine.
de sens. Vous écrivez 9 dans le bouquin, il y en a un de plus depuis? Il y en a eu un de plus depuis. Dans le livre, j'en parle de 9, mais en fait, un collègue est venu et m'a dit non, tu en as oublié un que moi je mettais avec un autre, mais il veut qu'on les sépare. Donc c'est important en science de changer d'avis, même en 2 mois. Ouais. Mais c'est important. Pour ceux qui sont intrigués, je ne parle pas de sens genre mystique, c'est pas genre je vois les morts un peu comme dans le 6e sens. Les autres sens qu'on a, et je ne sais pas pourquoi on ne les apprend pas, juste parce qu'Aristote a dit qu'on en a 5, c'est la nociception, c'est savoir si j'ai une blessure, c'est le sens qui va devenir notre douleur. On a la proprioception, dans l'orientation de mon corps dans l'espace. Je peux fermer les yeux et pencher la tête, je sais que ma tête est penchée. Je peux faire 2, je sais que j'ai un 2 alors que je ne vois pas ma main. On a la thermoception, ce qui fait froid et ce qui fait chaud. On a l'interoception, notre capacité à ressentir notre corps de l'intérieur. Je sais pas, j'ai une crampe, je ne suis pas en train de toucher mon corps de l'intérieur. Et le dernier 10e que moi j'estimais être dans la proprioception, mais mon pote chercheur m'a dit non, il faut le séparer. Je dis ok, c'est l'équilibroception, l'équilibre. Normalement, il est dans la proprioception, mais si on réimprime, ça va être 10 sens. Okay. Pour la 2e édition, c'est pas grave. De toute façon, celle-là sera épuisée déjà. Il y a d'autres thématiques dans ce bouquin. Il y a la fabrique de la peur. Oui. Et c'est pareil. Là, c'est un dialogue entre la raison et l'émotion, les sensations. C'est pour l'illustrer un petit peu, c'est pour faire un peu ce que vous faites dans le bouquin, mais j'aimerais bien que vous racontiez ces 2 anecdotes avec les clous. Ah oui, c'est la douleur. Oui, sur la douleur, pardon, sur la douleur. À quel point... mais il y a un peu de la peur quand même, parce que dans la première anecdote, en tout cas, on sent que le bonhomme a peur. En fait, la douleur, c'est un super exemple pour montrer que notre cerveau n'est pas une sorte d'organe passif qui reçoit de l'information. C'est-à-dire, si on revient au sens, on apprend tous et toutes à l'école, même à la fac, que, par exemple, pour voir quelque chose, il y a des photons de lumière qui sont en train d'arriver à vos rétines. Votre rétine transforme cette information en un signal électrique qui va le long de votre nerf optique jusqu'à votre cortex occipital, qui décode l'information, l'envoie à votre cortex préfrontal et boum, l'image apparaît. Mais récemment, on a découvert que ça ne peut pas être juste ça, qu'il y a une sorte c'est pas un chemin à sens unique, c'est un chemin à double sens où mes attentes module aussi ma perception. Pour vous donner vraiment un exemple simple, si vous nous regardez, vous nous voyez en couleur a priori, ça ne vous surprend pas. Mais ce qui devrait vous surprendre, c'est que votre vision périphérique est aussi en couleur. Alors que sur notre rétine, dans notre vision périphérique, on n'a pas vraiment de capteur de couleurs. Les couleurs que vous voyez dans votre vision périphérique sont inventées un peu par votre cerveau. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre, qui s'appelle Anil Seth, qui dit notre conscience est une sorte d'hallucination contrôlée. C'est-à-dire on est en train d'halluciner une partie du monde, mais avec des règles très précises qui fait qu'on arrive à collaborer. Et la douleur, c'est vraiment un super exemple pour illustrer ça. L'anecdote que je rapporte dans le livre, qui vient vraiment d'un article de recherche, c'est 2 ouvriers qui ne se connaissent pas, donc c'est 2 anecdotes vraiment très différentes. Un ouvrier qui travaillait sur un chantier et qui a un pistolet à clous, et par erreur, le pistolet à clous tire un clou dans sa chaussure, transperce sa chaussure. Le mec est en train de hurler de douleur, il crie, genre, il voit son pied est transpercé par un clou qui fait, je sais pas, 10 cm. Donc on l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, on lui donne des calmants, il se calme, etc. On coupe sa chaussure pour voir comment est-ce qu'on va sauver son pied. Et le clou était passé entre ses orteils. Son pied n'avait rien. Mais il hurlait de douleur. Et un autre, il se trouve que, je sais pas, ces ouvriers avaient un pistolet à clous plus petit. Et lui, il ne savait pas qu'en fait, il s'était tiré un clou dans la mâchoire. Mais il ne savait pas. Donc il n'avait pas vraiment mal, il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, j'ai un peu mal à la dent, je vais attendre que ça passe, sinon je vais aller chez le dentiste. Au bout de quelques jours, ça ne passe pas. Donc il va chez le dentiste, il dit, mes chicos me font mal. Il fait une radio, il avait un clou qui était presque en train de toucher son cerveau. Il y a l'image dans le livre, je ne sais pas si ou bien la caméra, je ne sais pas, comme ça, elle serait à l'écran. Je ne sais pas si... Ouais. Je ne sais pas, elle est où la caméra? Pour que vous regardiez. Non, pour montrer que ce n'est pas une fake news. Oui, non. Aussi. Et donc le clou, vraiment, c'est assez impressionnant de voir la radio. Parce que ça transperce, genre ça monte jusqu'ici, il n'avait pas mal du tout. Parce que la douleur n'est pas un sens, c'est une construction entre ces effets d'attente. Et ça cause plein de problématiques. La deuxième partie, c'est aussi de proposer une autre manière de penser l'humain, qu'on appelle la cognition incarnée, où le comportement d'un humain n'est plus le fruit juste de ses opérations cérébrales, mais une interaction permanente entre le cerveau, le corps et l'environnement. Et comment l'environnement module ces choses, que ce soit sur la douleur, sur nos croyances, sur nos attentes. Et pourquoi le réductionnisme de la compréhension d'un individu ne peut pas se faire juste dans un cerveau. C'est ce qui est amusant, c'est que vous êtes docteur en neurosciences, ça s'appelle Neuromania. Et en fait, la morale de votre bouquin, c'est lâcher un peu les baskets au cerveau, laissez-le tranquille, ne mettez pas tout sur le dos.
Oui, c'est de dire, en fait, pour le moment, on ne sait pas trop comment ça marche, donc il faut arrêter de vouloir mettre des neurosciences un peu dans tout, alors que nos connaissances ne sont pas encore assez bonnes, parce que c'est performatif et parce que ça nous induit parfois en erreur sur des sujets qui peuvent être plus ou moins graves selon les sujets, et que, encore une fois, on a ce qu'on appelle des propriétés émergentes, on a une subjectivité qu'on ne sait pas mesurer encore. C'est un peu comme si, pour comprendre un embouteillage, vous voulez étudier une seule voiture. Vous ne pouvez pas comprendre un embouteillage en étudiant une voiture, vous ne pouvez pas comprendre les humains en étudiant un seul cerveau. On a besoin de toute une nouvelle méthodologie qui prend en compte la subjectivité, qui prend en compte l'environnement, qui prend en compte le corps, et on est encore vraiment au début. Et Le cerveau n'est pas dans un bocal comme le cerveau n'est pas dans un bocal, et le cerveau n'est pas une sorte d'ordinateur qui est juste en train de traiter l'information afférente en mode genre comme un input et de sortir un output, mais c'est une boucle de rétrocontrôle en permanence. Et donc dans la deuxième partie du bouquin, je me propose et je me demande à quoi ressembleraient deux sujets principaux: la santé, la prise en charge de la santé, et la politique, si on avait une vision non réductionniste de l'humain. À quoi ça ressemblerait la prise en charge d'un problème de santé mentale ou de douleur, si on n'est pas en train de faire porter la maladie à l'individu. C'est-à-dire une personne, encore une fois, qui fait un burn-out parce qu'elle a une pression de performance énorme. C'est pas spécifique à son organisme. La maladie, elle est extérieure à l'organisme, c'est la pression qu'elle est en train de mettre. L'exemple que je donne dans le livre, c'est par exemple l'homosexualité. Dans les années 70-80, on considérait que c'était une maladie, donc on cherchait un pathogène chez les personnes homosexuelles, on leur faisait des thérapies de conversion avec des résultats catastrophiques. Et quand on a sorti l'homosexualité des maladies, les personnes, si elles sont dans un environnement qui ne les discrimine pas, elles vont relativement bien, l'organisme est sain. Et donc cette cognition incarnée introduit cette notion de bon niveau explicatif. Tous les phénomènes sociaux, individuels qu'on voit peuvent être expliqués à différents niveaux explicatifs. Je vais expliquer quelque chose au niveau des cellules, au niveau des neurones, au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de la psychologie, qu'est-ce que la personne est en train de se dire, mais aussi au niveau des relations interpersonnelles, l'entourage avec qui elle est, mais aussi au niveau de la culture. Différentes cultures gèrent différentes émotions, différents événements. Je sais pas, le deuil n'est pas géré de la même manière selon les cultures. Et quand on veut traiter un problème, qu'il soit social, d'entreprise ou individuel, c'est important de questionner quel est le bon niveau explicatif. C'est un peu comme si, je reprends l'exemple de la voiture, s'il y a un accident de voiture, on ne va pas essayer de le comprendre en étudiant les atomes de la carrosserie. Les atomes de la carrosserie sont impliqués, mais ce n'est pas le bon niveau explicatif si l'accident a eu lieu parce qu'il y avait du verglas ou parce que la personne qui conduisait était alcoolisée. C'est un peu la même chose dans le cerveau. Si une personne, je sais pas, a une maladie neurodégénérative, le cerveau est le bon niveau explicatif, il faut étudier comme pourquoi est-ce que les neurones sont en train de se détériorer, comme dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais dans d'autres sujets, le bon niveau explicatif peut être extérieur à l'individu. Si je suis déprimé parce que je subis des violences conjugales, ce serait un peu absurde de me dire on va voir comment est-ce qu'on va arranger ton cerveau pour que tu acceptes ça. Le problème est extérieur à la personne. Et si c'est un problème culturel, si on m'apprend dans ma jeunesse, dans la culture, l'environnement dans lequel je baigne, d'avoir des principes non souhaitables, il va falloir prendre en compte la culture, que ce soit la culture d'une ville ou la culture d'une entreprise ou d'un groupe d'amis. Un groupe d'humains, de toute façon, ils ont des sortes de cultures qui se créent spontanément. Et donc, c'est de dire, il faut arrêter de vouloir tout traiter par le prisme de l'individu ou de son cerveau, mais de questionner quel est le niveau explicatif le plus pertinent pour le problème qui est en face de nous. C'est ce qui est chouette dans votre bouquin, c'est qu'après toutes ces théories qu'on apprend et donc qu'on révise et dont on comprend d'où elles viennent, vous sortez la Kalachnikov et puis vous y prenez à toutes ces simplifications, ce réductionnisme, comme vous l'appelez. Et alors là, on va aborder ces méthodes qu'on aime bien, donc la programmation neurolinguistique, le développement personnel, toutes ces promesses d'améliorer votre capacité d'exploitation du cerveau. Ça vous aimez pas du tout, hein. C'est pas votre truc. Non, parce que pour plein de raisons. Déjà, par exemple, la programmation neurolinguistique, le mot neuro n'a rien à voir dedans. Le mot neuro est juste là pour faire un peu sexy. La PNL, c'est les années 80. La majorité des apports théoriques de la PNL, c'est les années 60-70, ce qu'on appelle la psychologie humaniste. Il n'y avait pas encore de neurosciences. Donc le mot neuro est là pour rien. Parfois, je suis dans des entreprises, je suis invité pour une conférence, dans une journée, on me dit avant on a eu une super conférence sur la neuroplasticité, comment dynamiser la neuroplasticité. Ça ne veut absolument rien dire, ça veut l'apprentissage.
Et on va transformer le mot en neuroplasticité parce qu'encore une fois, ça fait plus sexy. Je cite des articles, on a maintenant des tonnes d'articles qui montrent que si je vous explique quelque chose et je vous mets une figure, genre une IRM avec, vous trouvez que c'est plus solide. Même si, je sais pas, je vous expliquais pourquoi les gens tombent amoureux et je vous mets une IRM de quelqu'un qui se cure le nez, vous considérez que c'est plus solide, juste parce que je vous ai mis une image d'un cerveau. Et donc, à un moment, on est en train d'arnaquer des gens, de leur faire payer des sommes considérables ou de leur faire des fausses promesses avec ma discipline. Et donc, je me suis senti un peu responsable de devoir remettre un peu de complexité et de cohérence dans tout ça. Je sais pas, en entreprise, je suis sûr qu'il y a certains ou certaines d'entre vous ici qui ont fait des tests de personnalité. On vous a dit vous êtes plutôt vert, vous êtes plutôt jaune, vous êtes INFJ, XPTQ. Et après, on va recruter des gens à partir de ces tests. Et ça reste tout le temps ce réductionnisme. C'est comme si la personnalité est le meilleur prédicteur de la performance, alors que pas du tout. Parce qu'il y a ces compétences, ces accès aux compétences. Si je suis, je sais pas, une femme, et j'ai la meilleure personnalité au monde, mais dans mon entreprise, je suis entouré d'hommes sexistes. Ma personnalité, en fait, on s'en fout. Si je travaille dans des conditions qui sont mauvaises, que je sois introverti ou extraverti, les conditions restent mauvaises. Et donc, c'est vraiment tout le temps ces deux axes. Soit pour des raisons, pour vous vendre des choses. On va vous vendre, vous pouvez aller acheter sur Amazon, par exemple, aujourd'hui, ça coûte une trentaine d'euros, des gélules pour booster votre dopamine. La dopamine, ça fait la régulation de la température, la dilatation des faisceaux sanguins. C'est vraiment complètement un truc très important, mais qui n'a rien à voir avec comment on le transmet, où ça devient la molécule du plaisir. Il y a des gens qui veulent prendre de l'ocytocine parce que c'est l'amour, etc. Et ça devient une sorte de folie. Et je me suis dit, je vais scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on pourrait penser que pour vous attaquer à ces méthodes pseudo-scientifiques, vous allez redoubler de scientifisme. Je ne sais même pas si ça se dit. Ouais. Mais vous allez avoir un problème. Et non, pas du tout. Vous dites, non, pas du tout. Par exemple, sur ce test que moi aussi j'ai fait pour savoir quel type de salarié j'étais. Moi, j'étais dans le vert partout, je vous rassure. Mais vous expliquez, en fait, très simplement, ça dépend de l'humeur. Enfin, si vous avez mal dormi, vous serez peut-être dans le rouge, finalement. Vous savez que vous avez envie de manger. Si vous faites le test à 12h30 et que vous écoutez la conférence d'Albert Moukébert à 12h30, ce sera plus difficile qu'à 17h, par exemple. Oui, c'est ça la notion de la cognition incarnée, d'expliquer qu'on ne peut pas expliquer le comportement d'un humain ou d'un groupe d'humains juste en regardant leur cerveau. C'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Parce que notre cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. Donc, selon le contexte, on change. Par exemple, je cite un article qui a des conséquences un peu plus graves. Si vous devez comparaître devant un juge et que vous passez juste avant la pause déjeuner, le juge est plus sévère avec vous que si vous devez passer après la pause déjeuner. Donc, si un jour je me fais arrêter, je sais très bien quel horaire je veux passer. Mais il faut prendre un jeune avocat pour passer dans les derniers. Voilà. Ou un vieil avocat si on veut être jugé par un juge en forme. Par exemple, on a ce truc de self-socio, c'est-à-dire la personne qui vous parle maintenant. Je suis un peu différent de quand on était dans la pièce là-bas. Il y a toute une science qui étudie comment on change de self-socio. Je dis self, c'est un anglicisme, mais on n'a pas l'équivalent en français. C'est pas le moi, c'est pas mon identité, c'est un concept, comme ça s'appelle self. Et tout ça est invisibilisé dans ces tests où, encore une fois, il y a ce réductionnisme à l'individu. Si tu travailles pas bien, c'est parce que tu as la mauvaise personnalité. Et le pire dans ces tests, c'est que tu n'as jamais la mauvaise personnalité. C'est-à-dire, si vous prenez, je sais pas, le plus gros des salauds au monde, vous lui faites passer un MBTI, le MBTI lui dit tu as des ressources inespérées que tu n'as pas exploitées encore, tu as déjà eu des problèmes de sommeil ou dans ta vie sexuelle, de l'extérieur tu as l'air d'être sûr de toi, mais de l'intérieur tu as quand même quelques craintes, et tu aimes bien la collaboration, mais tu n'as aucun problème à t'imposer si la situation le demande. On appelle ça l'effet Forer, ça a été étudié dans les années 60, ça marche pour tout le monde, mais jamais une personne arrogante, le test va lui dire, en fait, t'es arrogant, il faut que tu te remettes en cause. Ça existe. Sur le test que je faisais à la plage, c'était un peu ça quand même. Il y avait des conclusions très simples, comme celle-là. C'est plus pratique, comme ça. Ouais. En fait, c'est un déplacement, c'est-à-dire les phrases sont écrites de telle manière où vous êtes en train de projeter qui vous êtes dans le texte
et vous vous retrouvez dedans. Mais je regarde surtout le résultat à la fin et du coup je corrige mes questions. Oui. Une réponse d'avant. Si vous êtes une majorité de triangles, Bah, tout le monde l'a fait. je vais sur les triangles. Non, mais en fait, je voulais pas dire ça. C'était triangle. Triangle, carré, croix, évidemment. Moi, je faisais ça dans le journal de Mickey. Eh oui, bah, c'est pareil. Ça marche pareil, c'est la même qualité. C'est exactement. C'est juste qu'un est beaucoup plus cher que l'autre. Vous parlez aussi de l'intelligence artificielle. Oui. Sur la fin du bouquin, c'est des questions un peu actuelles. Je voulais terminer mon propos là-dessus. Je vois qu'il reste quelques minutes et après on va pouvoir laisser la salle vous interroger. Alors j'apprends déjà dans votre bouquin que l'intelligence artificielle, ça date de 1957 et pas de 2023. Non. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas si méfiant que ça de cette thématique. C'est pas que je suis pas méfiant. Déjà, pourquoi est-ce qu'en tant que neuroscientifique, je parle d'intelligence artificielle? C'est parce que l'intelligence artificielle vient de chez nous, des sciences cognitives. En fait, l'idée initiale de l'intelligence artificielle, c'est on n'avait pas encore les IRM, on n'avait rien, on n'arrivait pas à étudier un cerveau dans l'organisme. Et des chercheurs en sciences cognitives se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de créer un cerveau dans une machine pour mieux comprendre le cerveau humain. C'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, on parle de neurones artificiels, qu'on parle de réseaux neuronaux, alors qu'il n'y a pas de neurones dans l'intelligence artificielle. C'est pas que je suis pas méfiant, je suis assez méfiant, mais peut-être pour des raisons différentes. C'est-à-dire aujourd'hui, donc à la base, l'intelligence artificielle était supposée éclairer le fonctionnement du cerveau. Et pendant, on va dire, les 30-40 premières années, c'était vraiment ça le but. Et ça a été très utile. Ça nous a aidé à comprendre une grande partie du cortex moteur, de comment on bouge notre corps, et une grande partie de la vision. Le premier réseau neuronal d'intelligence artificielle s'appelait le perceptron de Rosenblatt, et c'était pour voir. Donc on a voulu recréer la vision. Mais depuis les années 90, on va dire, ça s'est vraiment divergé. Aujourd'hui, une intelligence artificielle ne fonctionne pas du tout, mais alors pas du tout comme un cerveau. Je ne suis pas très méfiant sur le truc de l'intelligence artificielle va devenir consciente et commencer à gouverner le monde, parce qu'on est encore très très loin. Déjà, on ne comprend pas le cerveau, donc créer des intelligences artificielles comme le cerveau, bonne chance. Par contre, je suis très méfiant des applications, et surtout de la confiance qu'on est en train d'étendre à l'intelligence artificielle. On n'a pas tendance à douter de nos outils. Par exemple, si je prends mon téléphone et je fais un calcul dans ma calculette, je ne vais jamais me dire peut-être que ma calculette me ment. Si je suis dans ma voiture et je regarde ma vitesse et je vois que je roule à 110 km/h, je ne vais jamais me dire peut-être que je roule à 150 et ma voiture me ment. On commence à se méfier de nos GPS quand même, parce qu'ils nous emmènent des fois dans des rues. Et encore, genre si les taxis à Paris, c'est le GPS qui dit tu vas par là, ils vont par là, et parfois ils vont leur dire vous ne devrez pas. L'intelligence artificielle, le problème aujourd'hui, c'est vraiment deux sujets. Un, qu'elles hallucinent, elles mentent, tout simplement, et on n'est pas habitué à douter de ça. Donc, je donne l'exemple, par exemple, dans le livre, d'avocats qui avaient un cas au tribunal. Ils étaient un peu coincés, donc ils se disent, il y avait ChatGPT qui venait de se lancer, ils se disent on va demander à ChatGPT. Donc ils expliquent à ChatGPT leur situation et ChatGPT leur dit en fait il y a une jurisprudence qui est exactement pareille et vous allez gagner votre procès. Hyper fiers d'eux, ils vont le lendemain devant le juge, ils disent voilà, il y a une jurisprudence, on a gagné. Voilà, ChatGPT avait inventé, il avait halluciné la jurisprudence, ils se sont retrouvés avec 10 000 € d'amende. Et le juge a été compréhensif, il ne les a pas interdits de barreau. Mais c'était à quelle heure? Ça dépend. C'est ça. Donc le premier problème, c'est vraiment l'hallucination. Et le deuxième problème, c'est un truc hyper politique, j'ai envie de dire. C'est qui maîtrise les données, qui contrôle l'application et dans quel champ est-ce qu'on applique. Parce que les données d'entraînement des intelligences artificielles, c'est des données qui ne sont pas la propriété des boîtes qui sont en train de créer cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a des tonnes de procès du Washington Post, du New York Times contre OpenAI parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que ChatGPT ressorte leurs articles et ils n'ont pas été payés pour ça. Et après, dans l'application, c'est-à-dire aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans des contextes de guerre, dans des contextes de score social, de capital social, dans des contextes prédictifs, dans des contextes de recrutement, alors qu'elles ne sont pas encore au point. Et qui les maîtrise? Et c'est le même problème avec les données cérébrales. Si demain on crée des casques EEG portables et qu'on mesure mon cerveau pendant que je suis en train d'écouter de la musique dans le métro, ces données sont pour qui et quelles vont être les applications? Et il y a une sorte de retard tout le temps entre la législation et les outils. L'Union européenne a fait passer le IA Act,
mais c'est vraiment encore au balbutiement. Mais je suis beaucoup plus inquiet de ce que les humains vont faire de l'intelligence artificielle que de l'intelligence artificielle qui va donner une sorte de Terminator. N'en déplaise aux transhumanistes de la Silicon Valley, on est encore très loin d'une intelligence artificielle consciente comme les humains sont conscients. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas hyper impressionnant. Déjà, une calculette, c'est hyper impressionnant. Donc, évidemment que ChatGPT est impressionnant, mais impressionnant, ça ne veut pas dire comme les humains. Mais, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que l'ordinateur, l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente, et que moi, au contraire, je deviens de plus en plus bête, parce que je regarde des vidéos satisfaisantes, vous savez, sur Internet, où tout se passe super bien, l'essence à la pompe, ça tombe sur zéro, et pourquoi je suis addict à ça? Pourquoi j'arrive pas, quand je suis sur TikTok ou Instagram, à décrocher? Alors, pour plein de raisons, mais ça n'a rien à voir avec ta dopamine, donc je te rassure. C'est ce que je pensais. Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est qu'on a mis ces plateformes au centre de nos sociétés. C'est-à-dire, si tu es restaurateur et tu passes sur Google Maps, ton restaurant n'existe pas. Si tu es designer graphique et tu n'as pas une page Instagram, eh ben, ça n'existe pas. Cette vidéo, cette discussion qu'on est en train d'avoir, si on ne la met pas sur YouTube derrière, eh ben, elle ne va pas être aussi propagée que si on la met sur les réseaux. Donc, il y a une sorte d'obligation. C'est un peu comme si on vient de découvrir l'électricité. Les gens commencent à mettre des ampoules chez eux à la maison et on leur demande pourquoi est-ce que vous êtes addict à l'électricité. C'est une technologie qui est assez utile, mais derrière, il y a aussi évidemment plein de stratagèmes qu'on met en place pour que tu restes sur la plateforme. Il y a l'architecture du choix, comment on agence le design, par exemple le scroll infini, où ça ne se termine jamais, donc tu n'as pas l'opportunité d'avoir une coupure attentionnelle. Tu as l'information sociale, on est des animaux sociaux, donc si quelqu'un me dit il y a un truc hyper important, si tu ne le connais pas, tu vas mourir, j'ai une appétence, je ne vais pas me dire non, je ne veux pas le connaître, je vais y aller. Si tu es politique et tu n'es pas sur les réseaux sociaux, des gens vont happer les récits autour de toi, donc tu dois reprendre le contrôle, et donc tu as besoin d'être sur Twitter, sur X, sur machin, ou d'avoir des équipes qui gèrent tes pages. Et donc c'est un problème plus systémique de pourquoi on est dessus. Mais c'est pas parce que ça nous donne du sucre de dopamine ou des choses aussi simplistes. Et puis il y a aussi le fait que les gens qui ont ces plateformes ont beaucoup de moyens. Elon Musk va probablement devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Donc dès qu'il y a une boîte, une start-up qui essaye de faire de la compétition, une boîte, bah, il l'achète. Donc il tue toute la compétition. Donc tu n'as pas le choix d'aller quelque part ailleurs parce que c'est des sortes de monopoles. D'ailleurs là, Google sont dans un procès énorme aux États-Unis autour de ce monopole. Ils vont peut-être les obliger à vendre Android, à vendre Chrome, à vendre des trucs parce que c'est pas possible. Et donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on est tout le temps dessus. Au-delà de c'est un sucre de dopamine, c'est un sucre de dopamine. C'est chouette parce qu'avec votre bouquin, on déculpabilise un peu. Moi, vous parlez dans les exemples du scroll, mais vous parlez aussi de pourquoi je binge les séries sur Netflix. Oui. Parce qu'en fait, j'ai que 3 secondes pour dire non, faut que j'aille me coucher. Oui, la télécommande, ah merde, ça a repris, donc voilà. c'est et en fait, donc, du coup, c'est pas de ma faute. Donc, je vous remercie vraiment pour... Non, c'est pas ta faute. C'est vraiment super sympa. Si tu fais 5 épisodes sans faire pipi, c'est la faute. C'est la faute à Netflix. Merci. Non, vraiment, ça fait du bien de le savoir. Et non, mais la dernière question, c'est est-ce que ces addictions aux réseaux sociaux, au scroll, aux séries, qui m'éloignent un peu des bouquins, par exemple, est-ce que ça n'atrophie pas mon cerveau, finalement? Eh bien, il y a 3 volets à cette réponse. La première, c'est on ne sait pas encore parce que c'est très récent. Pour les 3 volets. Oui, voilà, on ne sait pas parce que c'est récent. Par exemple, on a retrouvé Platon, encore lui, qui disait que Socrate avait très peur de l'écriture parce qu'il disait si on écrit, on va plus utiliser notre mémoire et ça va atrophier notre mémoire. Donc cette crainte est très très ancienne. Notre cerveau est un peu plus performant que ça, mais on ne sait pas encore. La deuxième, c'est que c'est pas vraiment des addictions. Si on utilise, au pire, c'est une surutilisation, mais quand on dit addiction, il y a une sorte de dimension pharmacologique qu'on ne retrouve pas avec l'utilisation, et surtout quand on étudie la majorité des gens, par exemple les jeux vidéo, il y a moins de 1% qui sont excessifs, et ceux qui utilisent de manière excessive ont probablement des problèmes derrière. C'est un peu comme si, je sais pas, il y a une personne qui est déprimée, elle reste tout le temps au lit, et on lui demande pourquoi tu es addict à ton lit. Le lit est le symptôme, ce n'est pas la cause. Le seul truc où on a vraiment des conséquences néfastes sur les réseaux sociaux, c'est à l'adolescence, pour des raisons d'image de soi, d'estime de soi, parce que c'est une sorte de vie fantasmée. Et le dernier point de cette surutilisation, c'est aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire. Par exemple, la majorité ici d'entre vous, si vous bossez en entreprise ou dans un bureau,
tous les jours, vous vous réveillez, je ne sais pas, à 7h30, vous êtes au bureau à 8h30 ou à 9h, vous passez toute votre journée devant votre écran jusqu'à 17h, vous vous dites jamais je suis addict à mon ordinateur. Parce que vous rationalisez cet usage en vous disant je travaille. Et donc, ça devient une question d'usage. Est-ce qu'un jeune est sur son téléphone parce qu'il est en train de regarder sur YouTube une explication de la théorie générale de la relativité, ou est-ce qu'il est en train de jouer à Candy Crush? C'est pas la même chose. Et donc, il faut, là aussi, mettre un peu plus de nuances et se demander quel est le bon niveau explicatif. Est-ce que je suis tout le temps devant l'écran parce qu'on a organisé la société pour être tout le temps devant l'écran, comme par exemple dans les bureaux, tout le monde est sur Excel, sur les mails, sur machin. Est-ce que je suis devant l'écran parce que je vais mal? Et donc, je m'échappe un peu, et dans ce cas-là, il faut traiter pourquoi je vais mal. Ou est-ce que je suis devant l'écran parce que l'écran a été développé et agencé de manière à ce que je ne peux plus ne pas être devant parce que c'est nécessaire, soit pour ma construction sociale. Si je suis ado et mes parents m'interdisent TikTok et je vais à la cour de récré et tous mes potes sont en train de faire la dernière danse TikTok, ben je suis un peu exclu du groupe. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et il faut qu'on prenne en charge tout ça de manière beaucoup plus groupale, j'ai envie de dire, de voir comment est-ce qu'on va contrôler les algorithmes. C'est ce que vous dites, vous avez un propos politique à la fin, vous dites qu'il faut quand même du contrôle. Il faut quand même, en tout cas, de l'éclaircissement. C'est pas normal qu'il y ait ces plateformes qui ont une influence assez considérable sur nos sociétés, sur nos élections, sur l'humeur des citoyens, etc. Et que ce soit des algorithmes opaques, par exemple. Et il y a la Roumanie qui passe un acte parce qu'ils se sont rendus compte que le candidat d'extrême droite a été poussé par TikTok, sans être présenté comme un candidat à la politique. Twitter, avant qu'il soit racheté par Elon Musk, ont sorti un papier, donc c'est eux qui l'ont dit. Ils ont dit notre algorithme était en train de privilégier les tweets d'extrême droite, et on ne sait pas pourquoi. Parce que l'algorithme est opaque, donc parfois même les ingénieurs, ils ne savent plus qu'est-ce que l'algorithme est en train de faire. On pense que le but, c'est de rester sur la plateforme, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour rester sur la plateforme? On ne le contrôle pas, et il faut qu'il y ait une sorte d'autorité qui peut dire OK, il y a le secret industriel, mais il faut que vous puissiez nous montrer un peu les lignes directrices. Et c'est ce qu'on fait dans tout. Je sais pas, dans le livre, je donne l'exemple de la sauce secrète du McDo. Elle est secrète, mais les autorités de la santé peuvent aller dans la cuisine du McDo et dire j'ai pas besoin de savoir comment tu l'as fait, mais j'ai besoin de savoir que tu n'es pas en train de mettre de l'arsenic dedans. Parce que je suis responsable de protéger tout le monde. C'est un peu le même concept. Je ne vous ai pas obligé de me dire c'est quoi l'algorithme. C'est ça qui vous fait gagner votre argent et vous avez le droit d'avoir un avantage compétitif. Mais il y a cette agence qui est faite de 5-6 personnes. Il faut qu'ils s'assurent que vous n'êtes pas en train d'éditorialiser le contenu de manière telle ou telle. Elon Musk, quand il a racheté Twitter, il a changé le code pour que, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, je refuse de dire que c'est X parce que c'est un peu étrange, mais vous voyez les tweets de Elon Musk, même si vous ne le suivez pas. Il a changé le code pour forcer tous les utilisateurs à voir ses tweets. Pendant les élections en Turquie, Erdogan l'avait appelé, il lui a dit, en fait, soit tu bloques tous mes opposants, soit je bloque Twitter dans tout le pays. Et Elon Musk a dit, bah ok, non, on bloque tes opposants, il n'y a pas de souci, 2 semaines, c'est rien. Donc les opposants de Erdogan, quand ils tweetaient dans le vide. Personne ne voyait leur tweet. Une fois que l'élection est passée, il a réactivé le truc. Et ça, il faut qu'il y ait une sorte de quelque chose qui gère cette folie de la même manière que les journalistes. Vous êtes responsables un peu de ce que vous dites. Il faut faire la même chose avec les plateformes. La rumeur le dit. Merci. Merci pour beaucoup. Vos réponses. On a peut-être le temps d'une ou deux questions. Je voulais juste vous montrer l'autre livre, le vrai livre sur lequel j'ai travaillé avant cette rencontre. C'est aussi un précis de construction pour le coup. Ça montre aux enfants à quoi ressemble le cerveau, comment il est construit, comment il fonctionne. Oui, j'ai beaucoup aimé faire ce livre parce que donc, je réponds à une quarantaine de questions autour du cerveau et c'est des questions qui ont été posées par des enfants. En fait, l'éditeur est allé dans un lycée, un collège, il a récupéré des questions, on en a choisi 40, et j'aime bien l'illustration et mon co-auteur ont fait un super travail. Merci beaucoup Albert, il a plein d'autres exemples super cool. Rendez-vous à 13h30.